Bonjour Joséphine, je suis ravie de t'accueillir ici. Tu es avocate en droit de la famille, spécialisée notamment dans les séparations qui se passent bien. Alors, avant qu'on entre dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous dire, avec tes mots à toi, ce qui t'a donné envie de faire ce métier et la façon dont tu le fais aujourd'hui? Oui, bonjour, merci beaucoup déjà de m'inviter aujourd'hui pour discuter de tout ça. Alors, moi, j'étais pas du tout prédestinée à devenir avocate en droit de la famille. J'avais fait des études d'école de commerce avec un master de droit des affaires. Et quand j'ai passé mon barreau, je l'ai passé en droit du travail. Et puis, j'ai intégré assez rapidement un cabinet qui faisait les deux, du droit du travail et du droit de la famille. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit qu'effectivement, le droit de la famille sur énormément de dimensions, principalement évidemment les dimensions humaines, mais aussi l'ensemble des dimensions techniques du droit de la famille m'attirait. Et au fur et à mesure, effectivement, je me suis concentrée sur cette activité. Donc pour la première partie de ta question. Sur Mhm. la seconde partie, pourquoi l'exercer ainsi? Alors principalement, et je rends hommage tout de suite à l'avocate associée de mon cabinet qui s'appelle Barbara Régent, qui a décidé assez vite que son cabinet serait tourné vers les modes amiables et vers la résolution des divorces en essayant de limiter le conflit. L'opposition, elle existe toujours lors d'un divorce, elle est évidente, mais le conflit pas toujours, et en tout cas on a moyen d'essayer de le limiter pour préserver les enfants principalement, puis les parents dans un deuxième temps. Et donc elle était déjà médiatrice, donc avait déjà impulsé cette dynamique au cabinet, et c'est ensuite que moi je me suis formée, je suis devenue également médiatrice, et on a commencé à travailler effectivement quasi entièrement sur des volontés de résolution amiable des divorces. D'accord. Donc oui, tu as deux casquettes, celle d'avocate et celle de médiatrice. Oui, qui sont alors qui peuvent pas s'exercer au même moment évidemment. Soit on est avocat dans un dossier, soit on est médiatrice, mais on puise de l'une et de l'autre des méthodes de travail et Mhm. des applications concrètes au quotidien des deux professions, ça c'est sûr. Oui, j'imagine que c'est assez complémentaire et utile dans les deux Oui, cas. bah, de toute façon, mais ça c'est général, je pense aux avocats, c'est on a quand même un métier qui est humain, qui est dans le contact. Donc se Mm. former au lien humain, quel qu'il soit de manière générale, que ce soit de la médiation pour le droit de la famille, de la négociation raisonnée, du droit des affaires ou diverses autres types de formations, effectivement, savoir à un moment appréhender le conflit quand on est avocat, c'est assez utile. Oui, même si je suis pas sûre que tous les avocats fassent ce travail sur le côté accompagnement humain. Oui, je suis assez d'accord, mais les choses changent. On est une génération, Mm. notamment ma génération, qui avons quand même été un peu plus sensibilisés. Alors, c'est toujours pas forcément majoritaire, mais en tout cas, on a été un peu plus sensibilisés aux modes amiables et aux résolutions amiables. On est aussi dans une période où la justice est quand même très, très engorgée, va mal. Et c'est vrai que ça permet de faire un pas de côté par rapport au système judiciaire classique. Donc, on est un peu plus sensibilisé cette génération, Mm. même si effectivement, il y a encore des avocats qui ont l'image de l'avocat qui va mettre le feu dans un dossier, qui va complexifier le dossier, qui va vouloir aller chercher plus de conflits et qui va effectivement entraîner des conséquences dramatiques. Et c'est particulièrement vrai dans les dossiers familiaux, mais c'est vrai dans beaucoup de dossiers. Il y a Oui. encore des avocats qui ont du mal à se dire que un avocat peut aussi essayer de chercher une solution équilibrée pour une famille et pas seulement de Mm. faire en sorte de détruire l'autre ou d'humilier l'autre partie ou de faire en sorte de gagner le plus possible et détruire des enfants pour 1 000 euros, quoi. C'est quel genre de personnes viennent te voir? Quel type de personnes ou de couples viennent te voir? Alors nous, on a tout type de personnes parce qu'on fait pas que du divorce. On fait pas que du divorce au cabinet. On fait vraiment du droit de la famille et des personnes de manière générale. Donc ça va englober divorce, séparation, modalité de l'autorité parentale, succession, adoption, etc., protection. Donc voilà sur tout le panel. Après, pour la question plus précise des couples qui viennent nous voir dans le cadre des procédures de divorce, même si je mets un peu dans le même espace les personnes qui viennent pour divorcer et les personnes qui viennent parce qu'ils se séparent mais qu'ils ont des enfants et donc Mm. qui veulent mettre en place des modalités de l'autorité parentale comme la résidence ou les montants de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc je les mets un peu dans le même panier et là il n'y a pas de généralité. On a de Mm. tout. On est assez étonné de voir des évolutions aussi de société parce on a de tout âge. On a effectivement des divorces gris qui sont apparemment assez nouveaux de femmes qui ont 65 ans, 70 ans, qui arrivent en retraite et qui se disent bon bah voilà, est-ce que je veux passer les 25 prochaines années de la vie en retraite avec mon mari donc ça effectivement c'est plutôt nouveau. Après voilà, on a des personnes qui sont mariées depuis 1 ou 2 ans qui n'ont pas d'enfants.
des personnes Mm. qui doivent gérer leurs adolescents, tout type de séparation, des divorces internationaux, des personnes qui sont séparées depuis plusieurs années mais ont du mal à arriver chez l'avocat, ou voilà des personnes qui viennent d'apprendre un élément traumatique dans leur couple et qui ont besoin d'aller voir tout de suite une personne pour acter le fait que ils veulent une séparation. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit le profil de la personne, homme ou femme, et le temps du mariage, c'est toujours un moment. On accueille toujours des personnes en état de fragilité. Ça, c'est sûr que la Mm. première fois qu'on rentre dans un cabinet d'avocats pour divorcer, c'est jamais un bon moment. Et on a Mm. toujours des personnes qu'il faut accueillir en bienveillance parce que c'est un moment difficile de leur vie et ça, on en a conscience. Ouais. À quel moment ils viennent te voir? À quel moment ils prennent contact? Tu me parlais de personnes qui étaient séparées depuis longtemps et puis qui franchissaient le pas pour une raison ou une autre, de ceux qui suite à un choc, veulent tout de suite passer à l'action. Là, c'est pareil. Je veux dire, est-ce qu'ils viennent directement vers toi? Est-ce qu'ils essayent d'abord quelqu'un de plus classique, j'ai envie de dire, ou Ça, c'est le temps de chacun et on a l'habitude de dire que le temps du divorce, le temps de la séparation est différent pour tout le monde et il avance pas Mm. toujours au même rythme pour les deux partenaires. Il y en a un qui peut être prêt parce que finalement c'est un travail qu'il a fait depuis longtemps dans sa tête et il a conscience que ça se passe plus bien. Et l'autre qui s'y attend pas du tout. Donc parfois c'est pas facile à gérer effectivement ce temps commun qui peut s'étaler sur plusieurs mois où des personnes peuvent voilà avoir besoin de digérer ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de règle. Ce qui est sûr, c'est que quand on arrive chez l'avocat, c'est que quand même, on a franchi dans sa tête quelque chose de l'ordre de la séparation. Les personnes ont pu arriver en thérapie de couple, ont pu faire des thérapies ou autres. Ce qui est sûr, et ça, je m'inscris totalement en faux de ces phrases-là, quand on dit oui, aujourd'hui, c'est des générations où les gens le divorce facile, les gens se battent pas pour leur couple, les gens, voilà, vont trop vite se séparer malgré les enfants. Et ça, c'est pas du tout une réalité. Les gens, quand ils arrivent chez nous, ils sont en souffrance, ils ont bien réfléchi, c'est difficile. Et il faut pas confondre la liberté qu'offre aujourd'hui le divorce et la liberté que prennent les gens dans le cadre de la séparation et la facilité de divorcer. C'est jamais facile de divorcer. Même si aujourd'hui on essaie de travailler à l'amiable, on essaie de faire en sorte que le conflit soit restreint, bah ça reste très douloureux. Et c'est toujours une perte, toujours un deuil d'une relation. Et non, c'est jamais facile de divorcer et les gens arrivent toujours après s'être battus, soit avec eux-mêmes, soit avec l'autre pour essayer de sauver ouais. leur relation. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils viennent plutôt ensemble ou séparément? Ils peuvent pas venir ensemble. Maintenant, D'accord. c'est plus possible. Il y a eu une période où on pouvait prendre le même, si on était d'accord, on pouvait prendre le même avocat pour divorcer. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est Mm. changé parce qu'on s'est rendu compte que ça préservait quand même pas entièrement les intérêts des clients et que même s'ils étaient d'accord, il y avait quand même des sujets qui devaient être abordés dans le cadre d'un divorce concernant soit les éléments patrimoniaux, soit les éléments concernant les enfants, qui nécessitaient d'avoir deux avocats pour que au moins chacun puisse voir et avoir aussi un conseil clair de la part d'un avocat Mm. sur ses intérêts. Ça ne veut pas dire qu'après les personnes, on a des cas où des personnes renoncent à des avantages auxquels ils pourraient avoir le droit pour essayer de trouver un équilibre global et que ça se passe bien. Mais donc là, ils peuvent plus venir à deux. Donc D'accord. ça, potentiellement en médiation, on les reçoit à deux quand on est dans le rôle de médiatrice. Et là, il n'y a pas de souci, on travaille avec le couple et avec les avocats du couple. Parce qu'on peut, dans le cadre d'une séparation, rentrer en médiation, pas pour se réconcilier, mais pour organiser la suite de sa séparation et pour essayer de trouver des solutions communes dans le cadre d'une médiation. Donc nous, on peut recevoir deux personnes quand on a la casquette de médiatrice, mais quand on a la casquette d'avocat, on ne reçoit jamais deux personnes. Et ensuite, dans le cadre, nous, de notre pratique, on fait beaucoup de rendez-vous, alors dits collaboratifs. Donc, en fait, on se retrouve autour d'une table avec le client ou la cliente adverse et l'avocat adverse. Et là, on discute tous ensemble. Et c'est dans ce cas-là qu'on le rencontre. Mais on ne le rencontre jamais en premier rendez-vous, les deux parties. D'accord. Mais du coup, ça me fait poser une question qui peut-être est évidente, je sais pas. Mais justement, tu dis que quand ils sont accompagnés par un avocat, ils peuvent en plus, pour régler un peu tout ce qui est peut-être micro-conflit ou autre, avoir des médiateurs. Mais est-ce que de base, l'avocat n'est pas là pour justement peut-être trouver des compromis ou des... Alors oui, mais parfois, alors l'avocat il est là pour, je sais pas s'il est là pour trouver les compromis, il est là pour chercher des solutions, ça c'est sûr, et Mm. pouvoir proposer des solutions à ses clients. Et les clients peuvent alimenter l'avocat, et l'avocat dit bah écoutez, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça on peut faire, ça on peut pas faire. Et on dit le droit, on vous dit bah ça c'est vos droits. Ensuite, ça veut pas dire que vous devez forcément les avoir, vous pouvez y renoncer, etc. On peut trouver des arrangements pour les enfants. Parfois,
nous, quand on est avocat, oui, on a une dimension humaine, mais on vient pas purger la conjugalité des époux. Et parfois, ils ont besoin d'un tiers autre, ils ont besoin d'un espace de parole autre que une réunion avec les avocats, parce que parfois les avocats, ça rigidifie le dialogue, il y a des positions de défense, les gens sont inquiets, c'est toujours assez impressionnant d'arriver chez un avocat. Et donc, finalement, ces rendez-vous qui sont avec les avocats ne sont pas forcément faits pour revenir sur l'histoire conjugale, même si on peut passer un certain temps à revenir sur l'histoire conjugale, parce que c'est forcément mêlé, la séparation et l'histoire conjugale. La médiation, c'est un espace de parole autre qui va permettre aux personnes, même si elles sont accompagnées de leurs avocats, mais qui sont dans un contexte totalement différent, de discuter de ce dont elles ont envie, de mettre un cadre dans la médiation et de dire, bon bah voilà, moi je voudrais qu'on passe d'abord la première séance de médiation à parler de pourquoi finalement je suis en colère, pourquoi je suis triste, pourquoi je ressens ces émotions-là, qui sont effectivement pas toujours le lieu dans le cadre d'un cabinet d'avocats. Donc c'est assez complémentaire en fait, ces deux moments. Dans le cadre du divorce, on a des personnes qui vont avoir besoin et puis d'autres pas besoin d'aller en médiation. Il y a aussi des conflits qui sont plus exacerbés que d'autres. Il y a des gens qui, pour qui se voir, c'est très compliqué. Donc, aller cumuler les rendez-vous chez l'avocat et les rendez-vous chez le médiateur, c'est compliqué. Il y a des gens, finalement, qui s'entendent relativement bien dans le cadre de leur séparation. Donc, ça va dépendre du profil, c'est adapté. Et ce qu'on fait, et ce que chaque avocat devrait faire, mais que beaucoup d'avocats font, et c'est particulièrement vrai pour le divorce, c'est vraiment le sur-mesure. C'est vraiment de quoi a besoin mon client, de quoi a besoin cette famille, comment on va faire en sorte que cette famille, malgré ce divorce, malgré ce changement de rythme, malgré cette évolution, va pouvoir continuer de fonctionner, comment les parents vont rester des coparents, comment les enfants vont garder des figures parentales stables. Et ça, c'est un travail effectivement de pair avec les clients, les avocats et les médiateurs ou médiatrices quand il y en a. D'ailleurs, qu'est-ce qui, selon toi, fait que certaines séparations se passent bien? Qu'est-ce qui aide? Et à l'inverse, qu'est-ce qui va rendre les choses plus difficiles ou impossibles? Même si rien n'est impossible, mais on va dire qui ont l'air impossibles à apaiser. Alors, il y a un premier cas, et ça, on l'aborde tout de suite, parce que c'est vrai, ça va être vrai pour l'ensemble de ce que j'ai dit avant et l'ensemble de ce que je dirais, c'est que il y a une ligne rouge qui sont les violences. À partir du moment où il y a des violences, la médiation n'est plus possible, l'amiable n'est plus possible. À partir du moment où il y a de la peur, à partir du moment où il y en a un qui intimide l'autre, on peut plus rentrer dans ces discussions-là. Et effectivement, le contentieux interviendra. Donc ça, c'est une première ligne rouge. Mais bon, ça concerne un certain nombre de couples, mais c'est loin de concerner l'ensemble des couples qu'on a au cabinet. L'avocat y est pour beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'une séparation se passe mal? Parfois, quand les avocats ne sont pas capables d'expliquer à leurs clients il faut essayer de discuter, qu'il faut essayer de faire autre chose. Expliquer aussi que l'amiable est possible. Parce que, effectivement, c'est pas toujours évident. On a gardé une image populaire du juge qui vient trancher, qui vient dire, tu auras les enfants le samedi ou le dimanche et tu auras 200 € de contribution. Et ça, effectivement, c'est une image, alors qu'il faut pas casser parce qu'il y a plein de cas où le juge est important et où c'est important de passer par une voie judiciaire, mais il y a d'autres voies, mais c'est possible de faire autrement. Et donc ça, c'est la première chose à expliquer à son client. Et des avocats ne le font pas. Et une fois qu'on a expliqué ça, c'est de dire, et maintenant, on va rentrer, comme on rentre dans un système parallèle, on peut pas adopter les mêmes règles qu'un système judiciaire. Donc le but, c'est pas de se battre en permanence. Le but, c'est pas de reprocher à l'autre tout ce qui s'est passé pendant les 20 ans de mariage. L'idée, c'est de construire la suite. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que vous vous séparez. Comment on construit la suite? Et ça, l'avocat a quand même un grand rôle accompagnateur et de protection de son client, parce que il défend quand même les intérêts de son client, et de globalité sur l'histoire de ces personnes-là. Après, bon, voilà, il y a des points beaucoup plus prosaïques, hein, l'argent, les enfants, qui sont des points crispants. Si vous avez une personne qui vous dit moi je veux quitter la région parisienne et que l'autre vous dit moi je veux rester en région parisienne, concrètement on a des divergences de vie qui sont complexes et qui vont apporter des complexités, mais la complexité n'empêche pas l'amiable. Ce qui empêche l'amiable, c'est la violence, c'est des émotions qu'on n'arrive pas à faire redescendre, des colères, des choses sur lesquelles on n'est pas capable de passer. Mais ça, on en revient à ce qu'on disait avant. Parfois, c'est pas le temps de l'amiable. Parfois, on peut très bien commencer un divorce en n'arrivant pas à faire de l'amiable, donc en assignant au tribunal. Et puis les mois passent, et puis finalement les personnes s'apaisent et on revient à de l'amiable. C'est pas parce qu'on choisit une voie, que ce soit la voie de l'amiable ou la voie du contentieux, qu'on peut pas en changer. On peut commencer à l'amiable et puis finalement dire mais lui finalement je peux pas le supporter, c'est impossible pour moi de discuter et repasser devant le juge. Et on peut passer devant le juge et dire finalement on arrive plus ou moins à se mettre d'accord et on retourne à l'amiable. Et ça, on en a des changements, notamment quand on appelle une première décision qui est ce qu'on appelle l'ordonnance sur les mesures provisoires, qui va être la première décision que le juge va rendre.
Une fois que cette première décision elle est rendue, on a aussi un certain nombre de couples qui s'apaisent avec ça en disant bon, c'est bon. Le juge a tranché sur les enfants. Et une fois qu'il a tranché sur les enfants, on n'a plus qu'à parler d'argent. Et parfois, c'est plus facile de parler d'argent que des enfants, ou inversement. Parfois, c'est plus facile de parler d'enfants que d'argent. Donc voilà, c'est très large ce qui crée le conflit entre les gens, mais aucun conflit, tout évolue. Et c'est une matière, de toute façon, les affaires familiales est une matière qui n'est jamais immuable. Les enfants grandissent, les personnes se remarient, les personnes retrouvent des conjoints, etc. Et ça crée plein de nouveaux rebondissements. Ouais, mais c'est vrai que je savais pas, tu vois, qu'on pouvait passer d'une méthode entre guillemets à une autre. C'est intéressant à savoir. Oui, tout à fait. C'est effectivement une volonté aussi de simplifier parce que qu'est-ce qui se passe? On assiste aussi à une évolution sociétale énorme avec des divorces qui sont effectivement exponentiels. Et encore une fois, quand je dis divorce, séparation. Ça entraîne pas les mêmes conséquences juridiques d'être marié ou non marié. Par contre, sur les enfants, ça entraîne à peu près les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir la résidence et la question de la contribution pour les enfants. Et donc, effectivement, on est passé à une majorité d'enfants qui naissent aujourd'hui hors des liens du mariage. Donc, on a besoin de fluidifier aussi le système. Et pour le coup, le législateur a pris en main cette situation et a fluidifié ça. Donc, d'abord par le divorce par consentement mutuel, qui effectivement ne permet de plus passer devant le magistrat et de faire un divorce 100% avec les avocats. On n'a plus besoin de mettre un pied chez le juge dans un tribunal pour la partie divorce. Et pour la partie séparation, avec des conventions parentales qui sont pareil, des actes qui sont signés par les avocats et qui ont besoin d'être homologués par le juge, mais qui nécessitent pas du tout de le voir, qui sont juste un accord passé entre les parents et les avocats, puis envoyé au juge pour homologation. Et donc, dans ces deux cas de figure, on a quand même beaucoup, simplifié pour les particuliers ces procédures de séparation qui sont devenues tellement courantes qu'il a fallu désalourdir la charge législative de cette affaire. Ouais, ça reste parfois long, mais c'est moins lourd. C'est long. De toute façon, nous, quand on vient nous voir au cabinet, même en amiable, on vient beaucoup nous voir pour de l'amiable parce qu'effectivement, on est aussi connu pour ces résolutions amiables. On leur dit, même à l'amiable, on va pas divorcer en 3 mois. Aujourd'hui, on ne divorce pas en 3 mois. Ça prend du temps de divorcer parce que ça prend du temps déjà de liquider un régime, de se mettre d'accord quand il y a du patrimoine en commun, de se mettre d'accord sur les enfants. Mais c'est quand même beaucoup plus court. Faut compter pour un divorce contentieux à minima 2 ans. Un divorce amiable, c'est réglable en 6 mois. Ça peut prendre plus, mais en 6 mois, c'est possible. 6 mois, ça reste... oui. Et 6 mois pour liquider 15 ans de vie commune, c'est finalement pas énorme. Et c'est prendre le temps aussi de prendre des bonnes décisions, d'être bien conseillé, de pouvoir dormir sur ce qu'on s'est dit. Mais le pouvoir de l'amiable, et on le dit beaucoup à nos clients, et c'est souvent le retour que nous font nos clients aussi une fois qu'ils ont divorcé, c'est que l'amiable laisse le choix aux gens. Contrairement au juge qui va trancher, le juge, il peut pas faire de dentelle. Le juge, on va lui proposer des options et il va en choisir une ou l'autre, point. Et on n'a aucune maîtrise. Et entre la date de l'audience et la date du délibéré, les clients dorment pas et se disent mais comment je vais faire si le juge choisit une autre décision? L'amiable, c'est de la dentelle. L'amiable, on peut tout faire. Sur les modalités de résidence, on peut tout faire. Sur les modalités patrimoniales, on peut tout faire. On peut créer une solution sur mesure pour chacun des clients et ils sont maîtres de leur décision. Alors oui, ça voudra aussi vouloir dire faire des compromis. Oui, une négociation, c'est pas tout ce que je veux et rien de ce que veut l'autre. Mais c'est une décision où on est bien plus maître de l'avenir qu'on construit que le juge. Et à la fin d'une décision judiciaire, il y en a un qui va être frustré, un qui va être content, un qui va dire qu'il a gagné, un qui va dire qu'il a perdu. Celui qui l'a gagné, il a mis 20 000 euros dans des frais d'avocat, il y a passé 4 ans, donc qu'est-ce qu'il a vraiment gagné? Celui qui l'a perdu, il va pendant 10 ans se dire, de toute façon, elle m'a bien eu, il m'a bien eu avec le juge, etc. Ça n'entraîne que de l'amertume, que de la rancœur. Alors que l'amiable, ça permet aux gens de discuter et surtout d'un moment accepter quelque chose qui est bon, qui est cohérent pour eux. Encore une fois, ils auront laissé des choses, ça c'est sûr. On peut pas négocier sans laisser des choses. Mais ils seront, au moins cette solution c'est la mienne et je suis d'accord avec. Et je suis apaisée avec. Et ça, c'est très, très fort. Et c'est le retour qu'on a de beaucoup de clients a posteriori, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. C'est de dire, oui, cette solution, elle n'était pas parfaite, mais c'était la plus parfaite qu'on pouvait avoir la meilleure, dans le cadre de cette séparation. C'est hyper fort ce que tu dis et c'est vrai pour ce côté j'ai gagné, j'ai perdu, je t'en veux, c'est vrai que ça pourrit la vie et ce que tu me dis là me fait rendre compte que effectivement en faisant l'amiable, c'est quand même oui, t'as pas ce côté gagnant-perdant, t'as pas ce côté je me suis fait avoir, t'as pas ce côté t'as le côté ok, on a fait un compromis comme de toute façon on fait dans la vie de couple depuis des années, des compromis. Voilà, c'est pareil.
Et puis potentiellement, il m'a entendu. Il y a des sujets qui vont être plus importants, et parfois ça nous paraît dérisoire. On a eu un dossier récent où ils étaient d'accord sur tout, les enfants, les modalités patrimoniales, etc. Mais ils n'étaient pas d'accord sur le tapis de course. Et on a fait 2 heures de réunion sur qui devait récupérer le tapis de course. D'accord. Mais ils en avaient besoin. Et un juge n'aurait jamais passé 2 heures sur le tapis de course. Mais en fait, le tapis de course symbolisait le cadeau, le dernier cadeau avant la rupture, l'intérêt que portait l'un à l'autre dans ses loisirs, etc. C'était en fait une très, très grosse charge émotionnelle. C'est symbolique. Et ça a été traité. Et le fait qu'il y ait des lignes marquées dans la convention de divorce sur le tapis de course, ça crée quelque chose d'apaisant parce qu'ils se disent, bon, bah, au moins, quelqu'un m'a entendu sur mon problème de tapis de course. Et ça paraît micro, mais c'est vrai que le juge n'a absolument pas le temps. Et puis le juge est toujours source de frustration parce que les personnes s'imaginent que le juge va prendre à cœur leur dossier autant que eux le prennent à cœur. Et c'est normal parce que c'est leur vie. Et en fait, le juge, il passe dans la matinée 15 dossiers. Il prend en note les 3 trucs qu'il veut prendre en note à l'audience. Certains juges sont très bons et parlent aux époux ou aux concubins. Certains autres juges ne leur adressent pas un mot. Et les gens ressortent très étonnés de cette audience en se disant mais en fait j'ai vu 20 minutes un juge qui va statuer sur ma vie et pourquoi il m'a pas laissé dire ça et pourquoi moi je voulais parler de mon tapis de course et j'ai pas pu parler de mon tapis de course. Et donc c'est vrai que l'amiable permet effectivement de purger tout un tas de petits conflits qui ont pu naître durant la conjugalité et qui ne seront plus le cas quand il faudra gérer les enfants plus tard parce qu'effectivement cette parentalité elle continue encore plus avec des jeunes enfants mais aussi avec des adolescents et aussi avec des adultes. On se rend compte que c'est pas parce que les enfants sont adultes qu'ils prennent bien le divorce de leurs parents et que c'est pas compliqué pour autant et limite qu'ils ont plus de pouvoir parce qu'ils sont plus autonomes. Donc ils peuvent être beaucoup plus pénibles avec leurs parents, beaucoup plus décider de pas les voir, beaucoup plus décider de se fâcher. Donc les enfants sont toujours un enjeu qu'ils aient 4 ans ou 35 ans. Ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Tu peux très bien effectivement mal le vivre. Enfin, j'ai une amie comme ça, ses parents font un divorce gris, à 72 ans, je crois. Et elle en a 40 et quelques, et c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, même à cet âge-là. Ça entraîne d'autres enjeux, pour le coup, ces divorces-là, qui sont beaucoup d'enjeux patrimoniaux, parce que c'est des personnes qui ont 40 ans de vie commune, et qui donc ont créé beaucoup de patrimoine. Donc évidemment que ce divorce appauvrit les parents, appauvrit en partie les enfants. Un divorce, de manière générale, appauvrit de toute façon. On peut pas avoir le même niveau de vie à 2 que tout seul. Et donc c'est vrai que ces divorces sont des dimensions patrimoniales assez importantes, en dehors des dimensions émotionnelles évidemment très très fortes après 40 ans de vie commune. Mais c'est vrai que pour les enfants c'est aussi inquiétant de savoir comment un de ses parents qui a une petite retraite, qui n'a pas eu l'habitude de gérer telle ou telle chose, va évoluer à 70 ans sans l'autre, sans compter la maladie, des personnes plus âgées, des personnes qui partent. Comment on va gérer papa qui a 80 ans si maman s'en va. C'est aussi d'autres problématiques. Ces nouveaux types de divorce, elles entraînent beaucoup d'autres problématiques. J'imagine. Et justement, pour les parents, qu'est-ce que ça change pour toi de se faire accompagner par quelqu'un comme toi, de se faire, en fait, pour les parents? C'est toujours, la manière dont le divorce va être géré, la manière dont on va rebâtir ce nouveau socle de séparation, ça va avoir une influence pour les 30 prochaines années de la vie de ces personnes-là. Donc, ce que ça va apporter, c'est déjà le conflit, ça mine, ça rend malade, ça abîme la santé, ça a un coût social énorme. Combien on a de clients en arrêt maladie qui sont plus capables de travailler? Combien on a de clients qui se fâchent avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs parents? Le conflit détruit en fait à peu près tout et ne permet jamais de se reconstruire. Et ça veut pas pour autant dire que la colère on l'entend pas. La colère on l'entend, la tristesse on l'entend. Que ce soit des moments difficiles pour les gens et très douloureux, c'est évident, mais rien ne ressort de positif jamais d'un divorce en feu et en flammes qui dure 3 ans à s'envoyer des conclusions pour dire que l'autre est la pire ordure du monde, mais non, c'est toi la pire ordure du monde. C'est de toute façon que de se dire des méchancetés pendant des conclusions, c'est lire aussi des choses qui sont très douloureuses parce que nous, en tant qu'avocats, on écrit des choses qui finalement qu'on retire de ce que nos clients nous disent, mais sans connaître forcément l'autre partie, et l'autre partie, quand elle les lit, c'est d'une violence inouïe de savoir qu'il y a un avocat ou qu'il y a son ex-mari ou son ex-femme qui écrit 20 pages pour dire que finalement c'est la pire personne sur Terre, alors que c'est la personne avec qui elle a fait des enfants ou il a fait des enfants, etc. Donc tout ça entraîne finalement que du négatif. Et l'amiable, ou effectivement aller voir des avocats qui vont pas mettre le feu au dossier, ça permet sans doute de se faire moins mal, ou en tout cas d'avoir un peu moins mal pendant cette séparation, même si c'est difficile.
Et surtout l'amiable, et ça, il faut attention, il faut ne jamais confondre l'amiable et la faiblesse, ou l'amiable ou empêcher de défendre les intérêts, ça a rien à voir. On se dit beaucoup plus de choses à l'amiable. On est beaucoup plus capable, parce que si le lien entre les confrères est différent, parce qu'à l'amiable, le lien, il y a moins de liens d'opposition, donc on peut beaucoup plus appeler notre confrère pour dire, écoutez, là, on le sait tous les deux que c'est pas normal. Admettez-le que c'est pas normal, qu'il faut qu'on avance comme ça, ou qu'il faut qu'on avance comme ça. La parole est beaucoup plus libre entre confrères. Alors que à l'audience, on se voit une fois, et c'est très difficile. Donc oui, je pense que finalement on arrive à des biens, enfin je pense, c'est qu'on arrive à des bien meilleurs accords et les clients sont bien plus satisfaits et leurs intérêts sont bien plus défendus à l'amiable qu'au judiciaire, déjà, et encore pour le répéter, parce qu'on enlève l'aléa judiciaire, on enlève la possibilité de tout perdre ou de tout gagner, on limite, on choisit la solution qu'on va prendre. Et donc, sur les enfants aussi, tu vois la différence? Alors, tu saurais dire ou pas? Nous, on reçoit jamais les enfants au cabinet, donc on peut pas les enfants à titre individuel dans nos dossiers individuels, non. Par contre, ce qui est évident, et ça c'est ce que toutes les études sortent, c'est ce que disent les études, c'est pas le divorce qui tue les enfants, c'est le conflit. C'est le conflit qui les mine. C'est les problèmes de loyauté entre les parents, c'est devoir choisir entre papa et maman, c'est papa qui dit mais maman qu'est-ce qu'elle fait pendant les vacances, c'est maman qui dit mais tiens est-ce que papa finalement il a ramené sa nouvelle amoureuse. C'est tous ces sujets-là qui font mal aux enfants et qui les poussent à mentir à leurs parents, qui les poussent à toujours essayer de se mettre au bon endroit, à se faire le plus petit possible, ou alors faire des crises d'adolescence terribles. Donc, à titre macro, évidemment que ça préserve les enfants. Après, nous, dans le micro de notre cabinet, on ne rencontre jamais les enfants, c'est déontologique. Donc, on ne peut pas savoir ces enfants-là, comment ils vivent ça, mais on le voit très bien. Et les parents le disent d'ailleurs souvent en rendez-vous à 4, ils disent, bon, déjà, ce qui est bien, c'est que les enfants, ils vont bien. Les enfants, ils sont contents. C'est ça, ouais. Les clients nous font des retours où ils se parlent entre eux en disant, tu vois, là, tu m'as dit ça et moi, j'ai dit ça et on essaierait de faire quelque chose ensemble. Ça permet de maintenir, un dialogue aussi pendant la séparation, alors que souvent, le contentieux coupe le dialogue. Parce que quand on est au contentieux et qu'on a reçu un page de l'autre qui nous dit qu'on n'est pas quelqu'un de bien, on n'a pas du tout envie de lui envoyer un texto pour lui dire, est-ce que tu peux emmener Mélodie au dentiste mercredi? Donc, je suppose que tu as déjà vu des personnes qui ont vraiment évolué, genre qui sont passées d'un conflit assez hardcore, on va dire, à plus de sérénité. C'est peut-être un grand mot, mais oui. Tu as vu des évolutions comme ça, j'imagine. Évidemment, parce que le début d'une séparation, il est impressionnant et puis il fait peur. Parce que pour beaucoup de personnes, et notamment de femmes, et ça il faut quand même le dire, il y a la peur économique qui vient avec le divorce, parce que les conséquences financières vont être importantes. Et une fois qu'on a un peu avancé et qu'elles ont compris qu'on allait pouvoir essayer de trouver des solutions, qu'on allait elles vont pouvoir se reloger, les enfants ça va aller, ça s'apaise un peu au fur et à mesure des mois. Il y a un côté saut dans l'inconnu à la séparation, notamment au premier rendez-vous avec l'avocat. Les clients ressortent déjà souvent un peu mieux à la sortie du rendez-vous qu'au début du rendez-vous. Ils sont très très tendus parce qu'ils ont posé leurs questions. Ils ont dit mais est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on m'enlève mes enfants, mais est-ce que ça veut dire qu'il va avoir toute la maison, donc il y a quand même tout un tas de premières questions où on a un peu déjà essayé de rassurer les clients en leur disant bon on va avancer ensemble, on va essayer de trouver des solutions ensemble et vous allez quand même être protégés dans le cadre de votre séparation. Et puis après on a aussi des personnes qui vont être en conflit pendant la séparation, mais dès que le divorce va être prononcé ou dès que la convention de divorce va être signée, ça s'apaise. En fait, une fois qu'ils ont trouvé un accord, c'est OK. On passe à autre chose maintenant. Ça a mis 6 mois, ça a mis 1 an, ça a mis 2 ans, mais maintenant, on est séparés, on fait autre chose. Après, il y a toujours des choses qui restent. On a toujours le petit mail du client ou de la cliente en disant ce week-end, il a pas bien mis le linge de ma fille dans son sac. Donc on a toujours ces petits points, mais qui sont finalement des points du quotidien et qui sont agaçants évidemment et qui sont des points de crispation. Et parfois, faut pas les minimiser ces points parce que parfois c'est sur ces points-là que ça crispe sur les accords. Mais effectivement, les gens évoluent dans le cadre de leur séparation et heureusement parce que le divorce ne peut pas résumer la suite de la vie d'une personne sur les 30 prochaines années. Heureusement. Heureusement. Mais tu me parles beaucoup de femmes, donc je pense que tu as beaucoup de femmes, toi, plus qui viennent vers la médiation. Non, c'est à peu près équivalent.
On a, je D'accord. pense, autant d'hommes que de femmes. Je parle des femmes parce que souvent, économiquement, elles sont quand même dans des situations qui leur sont moins favorables. Donc, elles Ouais. vont, et puis aussi parce que c'est des personnes qui parfois livrent plus leurs émotions, même si on a effectivement beaucoup de clients hommes et que je ne hiérarchise pas du tout l'état émotionnel des uns et des autres. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, Mm. quelle que soit la situation. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité économique qui est celle-ci et qui est Mm. que elles vont avoir peur de pas avoir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Elles vont avoir peur de pas pouvoir Ouais. prendre un 3 pièces parce que si elles ont 2 enfants, bah il faut prendre un 3 pièces. Et en plus, la région parisienne exacerbe ça. C'est moins le cas quand on a des dossiers qui sont dehors de la région parisienne. Mais Paris Mm. étant ce qu'est Paris, le logement est un sujet. Et donc, même des femmes qui gagnent des salaires qui sont très, très corrects, hein, qui gagnent 2500, 3000 euros, eh ben, se loger aujourd'hui dans Paris et trouver un 3 pièces dans Paris Mm. à 3000 euros, avec 3000 euros de salaire, c'est compliqué. Donc, je parle surtout Ouais. de ces femmes-là parce que souvent, il y a une angoisse supplémentaire liée à l'argent dans les séparations. Alors, c'est pas 100%. On a parfois des couples déséquilibrés en faveur de madame économiquement, mais quand même, dans une grosse majorité de nos dossiers, on a quand Mm. même monsieur qui gagne bien davantage que madame. Et donc, il y a cette dimension économique qui rentre en plus. Mais à l'inverse, on a aussi beaucoup de papas qui sont très stressés de pas pouvoir avoir de garde alternée, de pas pouvoir que on leur enlève leurs enfants, que madame, elles veulent pas qu'ils les aient plus qu'un Ouais. week-end sur deux, la moitié des vacances. Donc, ils ont d'autres formes de stress aussi, qui sont aussi tout Mm. aussi légitimes. Donc, chacun arrive avec son bagage. Mais c'est vrai que je mentionne un peu plus les femmes parce que dans beaucoup de dossiers, il y a quand même ce point-là qui nécessite une négociation aussi et une discussion économique sur la suite économique de la séparation assez importante. Tu parlais d'émotions justement. Et quelles sont les émotions qui reviennent le plus souvent? Est-ce que c'est la colère, la culpabilité? Tout ce que tu cites arrive. Je pense que l'inquiétude doit être la première émotion qu'on voit parce qu'elle est commune à peu près tous nos clients. L'inquiétude, un peu pas le désarroi, mais peut-être la déception aussi de se dire, bah, tout ça est terminé. Et ça y est, je fais ce pas-là de me dire Ouais. que je me sépare et cette histoire en laquelle j'ai cru, avec cette personne avec qui j'ai bâti ma famille, avec qui j'ai fait des Mm. investissements, bah, en fait, aujourd'hui, c'est plus que ce que j'avais imaginé. Donc, il y a un peu de ça, de Il y a un deuil, tristesse, oui, ouais, de un deuil à nostalgie de faire. quelque chose, ou Mm. de tristesse de ça. Mm. Après, il y a évidemment de la colère, des envies de vengeance, des envies de dire, ben maintenant que j'ai découvert à quel point cette personne, de toute façon, ça a toujours été une personne terrible. Et à partir du moment où je l'ai découvert, ben Mm. maintenant, il est hors de question que ça continue comme ça. Donc, une envie de se reprendre en main. Et d'ailleurs, souvent, c'est légitime. Hein. Souvent, Ah oui. parfois des couples qui se sont totalement déséquilibrés au fur et à mesure de la relation et un ou l'autre qui se sent totalement opprimé par l'un ou par l'autre et parfois dans des vraies situations. Donc, on a quand même Mm. cette volonté de se réaffirmer. Maintenant qu'on se sépare, je ne ferai plus d'efforts. Je vais montrer que moi aussi j'existe. Et puis oui, tout ce panel d'émotions négatives qui accompagnent les séparations et dont on essaye d'arriver à tirer des émotions positives à la fin, en tout cas qu'il y a de l'espoir, qu'il y a autre chose à bâtir, que les liens mutent, que des liens d'avant de casser aussi des images systématiques du fait qu'il faut détester son ex, du fait qu'il faut détester le nouveau conjoint de l'un ou de l'autre, essayer de créer des Et c'est très émotions. ancré, ça, hein, Oui, bah je le trouve. conflit sur C'est le c'est ça, de se dire qu'on doit détester son mec, non, enfin son ex, pardon. Non, enfin pas forcément. Enfin, c'est ça. je trouve ça triste comme image parce que si on a été avec une personne, si on a construit quelque chose avec une personne, c'est qu'il y a des choses qu'on apprécie chez elle, et donc peut-être plus en amour, mais C'est pourquoi pas par la suite. C'est tout à fait Ouais. ça. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué à entendre au moment de la séparation. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'on explique au moment de la séparation. Au moment de la séparation, c'est Oui, non, normal j'imagine. qu'il y a un besoin de couper les liens. Et pour couper les liens, il faut aussi avoir des émotions qui ressortent, etc. C'est sur Mm. le bâti d'après. Et en fait, ce que nous, on essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de déchirures, pas trop de coups, pas trop de choses qui sont impardonnables, irréparables pendant cette période pour que peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans Mm. 10 ans, et ben finalement, comme ça n'a pas été si traumatique que ça, on arrive à rebâtir des relations diverses. Et on dit pas aux gens qu'il faut qu'ils redeviennent meilleurs amis à la fin de leur divorce, mais avoir des relations cordiales ou en tout cas ne pas se détester, ne pas haïr l'autre. Ça, Mm. effectivement, ça semble primordial. Mais on comprend aussi que selon l'histoire conjugale de chacun, selon ce que chacun a vécu et pendant son histoire et pendant sa séparation, parfois c'est tout simplement impossible Ouais. d'être capable d'éprouver le moindre sentiment positif à l'égard de la personne
avec Non, non, ça, c'est ça, surtout avec quand il y a des violences, qu'elles soient, et évidemment tout ça toujours pareil ouais, avec le premier astérisque qu'on a mis au début de cette conversation, ouais, et quand il y ouais. a des violences, il y a pas de sujet. C'est Et toi, comment tu fais dans ta posture d'avocate pour gérer ces émotions des autres, mais est-ce que toi aussi tu te sens quelquefois peut-être émotionnellement impliqué ou il y a des choses que tu vis de manière plus forte que d'autres? Est-ce que tu arrives à mettre ta bulle? Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'apprentissage professionnel finalement, au même titre que savoir liquider un régime ou savoir calculer le montant d'une prestation compensatoire. Bah, apprendre à mettre la juste distance, c'est-à-dire tout en l'empathie, mais sans en laissant au travail ce qui est au travail. Ça s'apprend Mm. avec les années. Parfois, il y a des rechutes. Parfois, il y a des dossiers qui font beaucoup plus écho. Parfois, il y a des clients qui nous parlent plus que d'autres. Il y a des clients qu'on ressent d'une manière ou d'une autre parce que tel élément de vie ou tel autre élément de vie Mm. euh, nous marque. Moi, j'ai un souvenir d'une cliente notamment dont le conjoint était décédé. C'était pour une succession et qui avait une vie. Par hasard de la vie, on s'était retrouvés à avoir fait à peu près la même chose. On avait à peu près le même âge. On avait fait à peu près la même chose dans notre vie. On Mm. était allés dans le même lycée, dans les mêmes lieux, enfin bref. Et effectivement, c'est un dossier où émotionnellement c'était dur, parce que évidemment qu'on se projette Mm. et qu'on se dit mais en fait ça arrive et c'est des drames qui arrivent dans la vie de certains, mais c'est d'un apprentissage parce qu'effectivement sinon c'est pas possible. Et c'est un apprentissage qui peut se matérialiser par plein d'aspects. Et ça, moi, en me formant à la médiation, je l'ai appris. Mais globalement, en se formant de manière générale à la gestion de ses émotions, on peut Mm. mentaliser de manière très très construite finalement une mise à distance. C'est un tip qu'on m'avait dit au tout début quand je suis rentrée dans la profession, qui était de m'arrêter quand je claquais la porte du cabinet, de m'arrêter devant la porte le soir pendant 2, 3, 5 secondes, 10 secondes pour matérialiser en pensée que la porte était fermée et que tout ce qui était dans le cabinet Mm. restait dans le cabinet. Et en l'occurrence, moi, enfin, c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu besoin de faire, mais c'est concrètement quelque chose qui est possible de faire. Et je pense que plein de professionnels, en dehors des avocats, enfin, les personnels de santé, entre autres, mais beaucoup de personnes qui Ouais. travaillent avec l'humain, ont développé Bah, des mécanismes de gestion de leurs émotions, c'est sûr. ah bah oui, c'est sûr. Enfin, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, de se protéger, d'être dans l'empathie tout en sachant que c'est l'histoire de la personne, que c'est pas la nôtre. Et que oui, il y a des personnes qui nous touchent plus que d'autres parce que voilà, il y a des similitudes, parce Mm. il leur arrive quelque chose peut-être auquel on a peur. Enfin voilà, des choses qui nous parlent plus que d'autres. Mais c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, c'est hyper important dans tout ce qui touche à l'humain. Enfin oui, c'est un gros travail. Et on sait quel est notre métier. Moi, je sais que je ne suis pas psychologue. Je n'accompagne pas les personnes, je ne les aide pas comme toi dans la gestion de leurs émotions. C'est-à-dire que chacun a sa place et on est aussi très bien entouré. On redirige beaucoup vers des psychologues, beaucoup vers des thérapeutes où on dit aux personnes, bah là, c'est plus de ma compétence, mais je pense qu'il faut que vous soyez aidés, accompagnés dans le cadre de cette séparation. Et nous, on revient, quand parfois ça part trop dans de l'émotionnel, on revient sur du technique en se disant, mais la personne qui vient nous voir, elle vient nous Mm. voir pas parce qu'on est sa meilleure amie, pas parce qu'on est sa psy, mais parce qu'on lui apporte une expertise technique sur Ouais. sa situation. Et ça permet quand même de recadrer et de recentrer quelque chose sur, voilà, moi je suis avocate et en tant qu'avocate, je prends en compte tout l'aspect humain de mon dossier parce qu'il est important et en même temps, je ne suis pas là pour faire la gestion du couple ou de la séparation de cette personne. Je suis là pour régler une partie technique de sa vie future. Et Mm. ça aide aussi à se repositionner vis-à-vis de la personne, que l'émotion ne prenne pas Mm. trop de place non plus dans le dossier, quoi. Mm. Et donc, quand tu les renvoies vers d'autres et elles le font, enfin, elles, je dis elles parce que c'est par automatisme, mais Alors comme je oui, vois mais que on a quand pour le même. coup ça, on a beaucoup d'hommes aussi. Hein, c'est assez, Mm. c'est pas genré, même si ce qui arrive souvent, c'est que on demande si les personnes sont accompagnées. Les femmes ont beaucoup plus tendance à nous dire qu'elles le sont déjà, et les hommes moins. Mais une fois qu'on conseille, Mm. oui, nous on Ah, aime d'accord. bien de manière générale être accompagné par d'autres professionnels. C'est une équipe aussi, Mm. une séparation, et donc on aime bien que les personnes soient suivies, que quand elles arrivent en réunion à 4, elles aient déjà réfléchi à ce que ça allait être, de passer 3 heures Mm. avec l'autre, de discuter de ça, qu'elles aient déjà réfléchi à ce qu'elles voulaient faire. Et ça, c'est pas un travail qu'elles font avec nous. C'est un travail qu'elles font soit elles-mêmes avec leurs amis divers et variés, leur famille, ou soit elles-mêmes Mm. avec des professionnels. Donc oui, Mm. je pourrais pas te donner de statistiques du tout. Ce serait intéressant d'en faire, mais on pourrait essayer de faire au cabinet, de savoir combien de personnes qu'on suit en séparation sont des personnes qui sont suivies à côté par un Mm. accompagnement thérapeutique ou psychologique. Mais c'est une statistique assez importante.
on explique Comme- aux gens que quand même là, il se passe quelque chose dans leur vie. Donc, il faut quand même les aider à le traverser. Ouais, et puis c'est pas une petite chose. Non, non, c'est pas une petite chose. C'est comme tu dis, quand ils rentrent la première fois, c'est quand même un cap. Passer le cap de se dire je vais divorcer, je fais les démarches et j'ai mon rendez-vous, c'est hyper symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui. quelque chose de décisif. C'est un pas que tu fais en dehors de ton mariage en fait, en dehors de vers la fin. C'est pas rien. C'est pas rien. Et d'ailleurs, on a régulièrement des personnes qui, une fois qu'ils franchissent la porte, ils arrivent au cabinet, ils vont dans la salle d'attente. Et quand ils arrivent dans notre bureau, ils se mettent à pleurer ou ils sont là, ils disent, Mm. je sais pas quoi vous dire, et qui ont besoin qu'on les accompagne et qu'on y aille question après question. On leur dit, on va tout reprendre tranquillement. Mais il y a un stress Ouais, tout de suite quand ils arrivent au premier rendez-vous qui est très important, quoi. Parce que comme tu dis, c'est la première fois ouais. qu'ils prennent une décision proactive. Enfin, ils en ont Mm. déjà pris auparavant, ils se sont disputés, ils ont décidé dans leur tête, ils ont fait plein de choses. Mais là, ils prennent une décision effectivement lourde de se dire bon bah voilà, maintenant je vais voir une personne pour avancer sur ce sujet. Si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui est en plein dedans, là, qui est pas bien dans son couple peut-être, ou qui veut le faire, mais qui n'a pas encore fait cette démarche d'aller voir un avocat, qui est donc cette démarche qui est très forte. Tu rentres dans le juridique quand même, c'est impressionnant, tu vois, c'est quelque chose de, un avocat, tu vois, Ouais. ça peut être dur à faire comme démarche. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel serait ce message? Que les avocats sont des accompagnants des personnes qui sont que aller voir un avocat ne veut pas dire divorcer le lendemain, que on peut très bien aller voir un avocat parce qu'on a des questions, parce qu'on s'interroge et que c'est une étape qui ne dit pas une fois que vous sortez du rendez-vous de chez l'avocat, tout n'est pas obligé de se déclencher. On le dit tout le temps à nos clients, on va à votre rythme. Si vous venez nous voir mais que vous voulez qu'on se revoie dans 6 mois pour rediscuter de dans quel état d'esprit vous serez dans 6 mois, on se revoit dans 6 mois. L'avocat ne symbolise pas un système judiciaire lourd et dur. L'avocat, c'est le lien humain qu'on va créer avec la personne et qui va nous accompagner tout au long de sa séparation ou pas. Ou pas, on peut aussi très bien aller voir un avocat, le voir une fois, et ça c'est un autre débat, un autre livre qu'on ouvrira sans doute une autre fois, qui est que l'avocat devrait être consulté bien avant, devrait être consulté avant le mariage, devrait être consulté tout au long du mariage, de manière ponctuelle sur les questions qu'on peut poser, et que voilà, faut pas mettre plus de poids que ce qu'il y en a à aller voir un avocat qui est juste un autre humain avec qui on va juste discuter des possibilités qui s'offrent à nous dans le cadre de la séparation. Et après, c'est les personnes en tant qu'individus libres de leur décision de choisir si elles veulent ou pas continuer, si elles veulent ou pas aller vers une séparation, et rien n'est brutal. Et notamment les modes amiables permettent de faire tout ça à son rythme. Est-ce qu'il y a quelque chose avant qu'on clôture que tu voudrais dire ou est-ce Non, que bah tu as envie déjà d'exprimer quelque te chose? remercier pour ce temps de parole et le message qui est véhiculé. Et oui, peut-être faire un peu de redite sur le fait que l'image, souvent entre l'image qu'on crée dans sa tête, la peur qu'on se fait de quelque chose et la réalité, de la manière dont ça se présente à nous, on a toujours tendance à maximiser le risque, à maximiser les choses qui vont mal se passer dans sa tête. Et que c'est possible que ça se passe un peu mieux que prévu, sans que ça se passe totalement comme dans un conte de fées, mais en tout cas un peu mieux que prévu, ça c'est sûr. Ça peut se passer bien Ça aussi, peut se passer bien, ça peut tout à fait se passer tout bien. court. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter si on veut en savoir plus ou être accompagné? Alors, toutes mes coordonnées sont disponibles sur le site du cabinet, donc le cabinet qui s'appelle Régent Avocat. Et sinon, je suis relativement active sur LinkedIn sur tous ces sujets, que ce soit les sujets de médiation, de séparation de manière générale. Donc, je suis joignable et réactive sur tous ces réseaux-là. Donc Régent, c'est Regent, mais de toute façon, je mettrai le lien dans la Super, description de l'épisode. super. Et voilà, je te remercie beaucoup, Joséphine, pour ton regard, ton expérience, ta manière aussi très humaine d'aborder un sujet qui est perçu comme plutôt froid, plutôt carré, plutôt Ouais. juridique. En fait, c'est l'image qu'on a du juridique, hein, nous les gens lambda. C'est une belle découverte pour moi et je te remercie beaucoup. Merci.